Papy, mes parents vont prendre ta maison ce soir, a murmuré ma petite fille de 9 ans, et ces mots m'ont frappé comme une vague, se brisant violemment contre les rochers, faisant voler en éclats le calme que j'avais bâti pendant des années. Moi, un grand-père qui leur avait toujours ouvert ma porte, mon portefeuille et mon cœur, je suis resté là, le visage impassible, dissimulant le choc sous le même silence que j'avais porté à l'enterrement d'Evelyne. Mais ce que j'allais faire ensuite transformerait leur plan en un piège qu'ils ne verraient jamais venir. Je les ai battus à leur propre jeu, et ils ne l'oublieront jamais. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter pour nous dire d'où vous regardez. L'avertissement avait été brutal, mais la première onde de choc avait commencé plus tôt ce matin-là. Papa, il faut que tu m'écoutes. La voix de Nathan crépitait au téléphone, perçant le doux ronronnement de la bouilloire et le rythme régulier des vagues au-delà de ma terrasse. Il était à peine 7 heures, et Nathan n'appelait jamais si tôt, sauf si quelque chose n'allait pas. Et sa voix, elle portait un tremblement que je n'avais pas entendu depuis qu'il avait 17 ans et qu'il avait fait une bosse de la taille d'un pneu dans ma camionnette. « Qu'est-ce qui se passe, mon fils ?» ai-je demandé, me penchant en arrière sur ma chaise de cuisine, regardant la vapeur s'enrouler de ma tasse alors que le soleil peignait la table en chaîne de longs rectangles de lumière. Clara et moi, on discutait. « On pense qu'il est important que tu viennes en avance à l'anniversaire de Lily aujourd'hui, » a-t-il dit, les mots trop rapides, trop récités. « En avance ? Je n'ai jamais manqué un seul de ses anniversaires, » ai-je répondu. Il y eut une pause, et j'ai perçu un faible murmure. La voix de Clara, sèche et insistante, en arrière-plan. Le ton de Nathan a changé. Elle veut s'assurer que tu sois là. La fête commence à 14 heures, mais vient peut-être vers 13h30. On a des choses de famille à discuter. Ma prise s'est resserrée sur la tasse. « Chose de famille » n'était pas une expression que Nathan utilisait souvent, et jamais depuis le décès d'Evelyne 3 ans auparavant. Quel genre de choses de famille? J'ai gardé une voix légère, mais mon estomac s'était déjà noué. Juste des plans pour l'avenir, s'assurer que tout le monde est à l'abri. Cette phrase, je l'avais entendue trop de fois dans des salles de conseil et des arrière-salles. Quand les gens disent « tout le monde », ils veulent généralement dire « eux-mêmes » d'abord. Pourtant, je lui ai dit « bien sûr, je serai là en avance. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » J'ai raccroché, mais le malaise est resté, un invité silencieux dans la pièce. Quelques heures plus tard, Lily m'a trouvé sur la terrasse. Sa petite main s'est agrippée à ma manche, ses yeux balayant le jardin avant qu'elle ne se penche pour me faire sa confession. Dans sa voix, j'ai entendu à la fois de la peur et le genre de courage qui ne devrait pas habiter une enfant. Je les ai entendus hier soir, a-t-elle dit, ces mots rapides et bas. Ils étaient dans la cuisine. Maman a dit que tu es trop vieux pour vivre seul ici. Et papa a dit quelque chose à propos des papiers de la banque. Elle lui a dit qu'il serait trop tard pour que tu puisses l'arrêter. Ma mâchoire s'est crispée, mais j'ai gardé une voix stable. Tu as entendu autre chose? Lily a hoché la tête, se mordant la lèvre. Papa a dit, et s'il découvre tout? Et maman a répondu, d'ici là, ce sera fait. Je me suis agenouillé pour que nous soyons à hauteur des yeux. Tu as bien fait de me le dire. Mais pour l'instant, ça reste entre nous, d'accord? Elle a hésité. Tu m'aimeras toujours s'il se fâche. Mon cœur s'est serré, mais ma réponse a été ferme. Rien de ce qu'ils pourront faire ne changera jamais l'amour que j'ai pour toi. Elle m'a fait un petit signe de tête, mais je pouvais sentir le poids qu'elle portait. Je lui ai dit d'aller aider Clara avec la fête, masquant notre conversation par un sourire. De la terrasse, j'observais Nathan rire avec les voisins, ses gestes amples et animés, l'hôte parfait. Clara se tenait à ses côtés, une main posée légèrement sur son bras, ses yeux balayant la propriété comme un agent immobilier évalue un bien. Ils ne savaient pas qu'une fissure s'était déjà formée dans leur plan. L'air était imprégné d'iode et de l'odeur des pins, et l'océan était calme au-delà des dunes, mais mon esprit était déjà en mouvement, calculant, cataloguant. La voix d'Evelyne résonnait dans ma mémoire. « Arthur, ne laisse pas l'orgueil te rendre imprudent, mais ne laisse pas la peur te rendre petit. » Elle avait connu les faiblesses de Nathan, m'avait averti une fois, il y a des années, de garder un œil sur lui quand quelqu'un d'autre parlait à sa place. À l'époque, je pensais qu'elle parlait de ses amis d'université. Maintenant, je voyais qu'elle parlait de Clara. Je suis rentré et j'ai mis la bouilloire en marche, plus pour le bruit de fond que pour le thé. J'ai ouvert le tiroir où je garde mes bloc-notes jaunes, ceux que j'ai utilisés pour chaque plan de maison, chaque budget, chaque projet sérieux de ma vie. J'ai écrit la date, puis quelques mots, papier de la banque. L'expérience de Clara dans le secteur bancaire n'était pas longue, mais elle était suffisante pour savoir comment emballer quelque chose de dangereux dans un papier cadeau d'aide. Au cours de mes années à la tête d'une entreprise de construction, j'avais eu affaire à des procurations, des demandes de mise sous tutelle,
et à ces processus lents et étouffants qui peuvent dépouiller un homme de ses biens et de son autonomie sans même qu'il se rende compte que le nœud coulant s'est resserré. S'ils voulaient jouer aux échecs juridiques, ils allaient découvrir que j'ai été un bâtisseur toute ma vie, un de ceux qui savent comment consolider des fondations avant une tempête. Le reste de la matinée s'est déroulé dans l'agitation habituelle d'avant-fête, l'odeur du glaçage et du café, le léger froissement du papier cadeau. Marguerite Collin, ma voisine et directrice de banque à la retraite, est passée avec un plat pour la fête. Elle m'a salué avec sa chaleur habituelle, puis, à voix basse, a mentionné avoir vu Nathan et Clara en ville il y a 2 jours, sortant de la banque avec une épaisse liasse de papier. Ça avait l'air officiel, a-t-elle dit, et ils semblaient pressés. Je l'ai remercié, et classé l'information à côté de l'avertissement de Lily, et j'ai senti les pièces du puzzle s'emboîter. À 13 heures, j'étais habillé et prêt. Les cadeaux pour Lily ont un set de peinture et un guide d'observation des oiseaux, empilés près de la porte. Je suis arrivé chez Nathan à 13h30 précise. Clara m'a accueilli avec un sourire trop éclatant, sa main s'attardant sur mon bras une fraction de seconde de trop. « Arthur, si heureux que tu sois là. Tu es magnifique. » Nathan est apparu, me tapant sur l'épaule. « Papa, timing parfait. Laisse-nous t'installer, puis on pourra discuter avant que les invités n'arrivent. » Mais avant toute discussion, Lily a bondi vers moi, son sourire authentique et spontané, et m'a serré fort dans ses bras. Je lui ai tendu le set de peinture emballé, et pendant un instant, tout a semblé normal. Puis j'ai surpris Clara qui nous observait, son regard s'aiguisant une seconde avant de se tourner pour saluer quelqu'un d'autre. Le salon était décoré de serpentins et de ballons, le genre d'installation élaborée que Clara ne prenait jamais la peine de faire pour les événements familiaux. Les invités arrivaient au compte-gouttes, les rires remplissaient les espaces entre la musique. Et pourtant, sous tout cela, je pouvais sentir la chorégraphie. Clara et Nathan se déplaçant en coordination subtile, interceptant certaines conversations, me dirigeant vers certaines personnes. J'ai joué mon rôle, souriant, engageant la conversation, mais notant chaque regard qu'ils échangeaient. Alors que l'après-midi s'étirait, la foule s'est clairsemée. Vers 17 heures, Nathan a attiré mon attention. « Papa, pourquoi ne resterais-tu pas un peu après? On pourra parler de ces choses de famille qu'on a mentionnées. » Clara a enchaîné, la voix douce. « Ça ne prendra qu'un petit moment. On a travaillé sur quelque chose qui te facilitera la vie. » J'ai acquiescé d'un petit signe de tête, cachant le fait qu'à ce moment-là, mon plan était déjà en train de se former, un plan qui nécessiterait du timing, des témoins, et le genre de précision que j'avais passé une vie à perfectionner. Il pensait que ce soir serait la nuit où il prendrait le contrôle. Il ne réalisait pas que ce serait la nuit où je commencerais à le reprendre. Au moment où les derniers amis de Lily avaient été récupérés et les assiettes en carton empilées dans la poubelle, la lumière extérieure avait pris la couleur de braise refroidie. Le bruit de la fête s'était estompé en un faible bourdonnement, ne laissant que Nathan, Clara et moi dans le salon. Je savais que c'était le moment qu'ils avaient orchestré tout l'après-midi. Nathan jeta un coup d'œil vers la porte, comme pour confirmer que personne d'autre n'entrerait, puis s'appuya contre le bras du canapé. « Papa, dit-il, la voix un peu plus douce que d'habitude. Pourquoi ne pas s'asseoir une minute? Juste nous. » Clara se dirigeait déjà vers la table de la salle à manger, le seul endroit de leur maison sans vue sur l'océan. Pas de distraction, juste une surface plane et beaucoup de place pour des papiers. J'ai suivi, adoptant un pas tranquille, mon expression aussi calme et égale que je l'avais été toute la journée. Dans ma tête, je cataloguais les angles, les distances et le léger renflement du sac en cuir de Clara posé près de sa chaise. Elle s'assit en face de moi, la posture droite mais détendue, comme le fait une banquière sur le point de conclure une affaire qu'elle est certaine d'avoir déjà gagnée. On a réfléchi à l'avenir, commença-t-elle, joignant ses mains soigneusement devant elle, à faire en sorte que tu n'aies pas à te soucier des petites choses, les factures, les courses, les allers-retours à la banque. Nathan se glissa sur le siège à côté d'elle, hochant la tête. C'est pour t'aider, papa. On veut t'enlever un peu de ce poids des épaules. Je laissai mon regard tomber sur le sac. Clara le remarqua et, sans interrompre sa phrase, ouvrit la fermeture éclair, en sortit une fine chemise cartonnée. Mon estomac reconnut la texture avant mon esprit, du papier épais, le genre utilisé par les cabinets d'avocats qui aiment que leur travail ait un air de permanence. Elle la posa entre nous, la tournant face à moi. La première page avait une languette jaune marquant la ligne de signature. L'entête en majuscule indiquait « Mandat DE Protection Future ». Nathan sourit comme un homme offrant un cadeau. Ça veut juste dire qu'on peut gérer les choses en ton nom si quelque chose arrive. Tu serais toujours aux commandes. C'est juste une sécurité. Ce mot, juste, je l'ai entendu dans trop de négociations. C'est le sucre dont ils enrobent l'hameçon.
Clara plongea de nouveau la main dans la chemise et en sortit un deuxième document, celui-ci avec un titre qui me serra la poitrine. Acte DE propriété avec clause DE transfert au décès. C'est une précaution, dit-elle légèrement, comme si nous parlions d'acheter un parapluie supplémentaire. S'il arrive quelque chose, la propriété revient directement à la famille sans passer par la succession. C'est transparent. Tu continuerais à vivre ici aussi longtemps que tu le voudrais. Mes doigts reposaient sur le bord du papier, traçant le filigrane sans baisser les yeux. Et vous avez déjà rempli tout ça? Juste les bases, répondit Clara. Les noms, les adresses. Il ne manque que ta signature et le sceau d'un notaire. On peut s'occuper du sceau demain matin. Nathan intervint, le ton trop rapide. C'est mieux de le faire maintenant, papa. Demain, samedi, les banques ouvrent une demi-journée. On peut tout régler et en finir. J'ai étudié son visage. L'empressement qui s'y lisait n'était pas celui d'aider. C'était celui de sécuriser quelque chose avant la fin du week-end. Qu'est-ce qui a provoqué cette soudaineté? Ai-je demandé, gardant un ton curieux, non conflictuel. Nathan s'agita sur sa chaise. On en parle depuis des mois, dit-il en jetant un coup d'œil à Clara. Avec les tempêtes de l'hiver dernier, les réparations, tu as beaucoup à gérer ici. On pense juste qu'il est temps. Clara se pencha en avant, baissant la voix comme si elle me faisait une confidence. On a vu ce qui est arrivé à Madame Dubois au bout de la rue quand elle a fait cette chute. Pas de papier, et ses enfants ont dû se battre avec la banque pour avoir accès à ses comptes pour payer ses factures. On ne veut pas ça pour toi. C'était une bonne histoire, plausible, sympathique, mais je vivais dans le quartier depuis assez longtemps pour savoir que la chute de Madame Dubois s'était produite sur les 3 marches de son perron, directement dans l'allée de son propre avocat. Elle avait parfaitement géré ses affaires. J'apprécie votre sollicitude, ai-je dit, et je le pensais de la manière la plus restrictive possible. Clara fit glisser un stylo sur la table, le genre qui laisse une encre épaisse et confiante. Si on fait ça maintenant, on peut éviter bien des maux de tête plus tard. Du coin de l'œil, je vis un mouvement dans le couloir. Lily, qui jetait un coup d'œil, sa main agrippée au cadre de la porte. Nos regards se croisèrent une fraction de seconde, et je lui fis le plus petit des hochements de tête. Elle resta là, à écouter. Je pris le stylo, le faisant rouler entre mes doigts. Vous avez déjà parlé à quelqu'un à la banque. Nathan acquiesça. On a déjà préparé le compte pour un accès joint une fois que ce sera signé. Ça nous facilitera le paiement des factures en ton nom. C'était l'indice. L'accès joint était la première étape pour fusionner les fonds, et fusionner les fonds était la première étape pour les vider. Et la maison, ai-je demandé. Clara ne s'y a pas. L'acte simplifierait juste la transition des choses si nécessaire. Tu serais listé comme l'usufruitier. Tu continuerais à y vivre jusqu'à... Elle laissa sa phrase en suspens juste assez longtemps pour que le silence dise ce qu'elle ne voulait pas dire. Jusqu'à ce que tu décides autrement, termina Nathan, trop rapidement. Le rythme de leur argumentaire s'accélérait. Il voulait que je passe de la question à la signature sans assez d'espace pour réfléchir, ce qui me disait qu'il craignait que je ne réfléchisse. Je posai le stylo. Je ne signe rien sans avoir lu chaque ligne. Clara sourit, mais c'était le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Bien sûr, prends ton temps. Elle poussa la chemise de quelques centimètres vers moi. Je l'ouvris, balayant lentement le texte du regard. Tout y était, le langage général sur le fait d'agir dans mon meilleur intérêt, les clauses qui autorisaient la vente de biens immobiliers, et l'absence de toute exigence de mon approbation pour les transactions en dessous d'un certain montant. Et dans l'acte, la clause discrète qui leur permettait de refinancer pour préserver la valeur, sans mon consentement. C'est complet, ai-je dit. On voulait couvrir toutes les bases, répondit Nathan. On veille juste sur toi. Je refermai doucement la chemise. Alors ça ne vous dérangera pas que Marguerite y jette un œil. Elle en sait plus que moi sur ces choses-là. Le sourire de Clara se crispa. Ce n'est pas nécessaire. On l'a déjà fait vérifier par quelqu'un. Alors, ça devrait résister à un deuxième avis, ai-je dit d'un ton égal. La mâchoire de Nathan bougea juste assez pour montrer la première fissure dans sa confiance. Papa, on essaie d'aider. Et j'essaie de m'assurer que nous dormirons tous bien cette nuit, ai-je répondu. L'atmosphère dans la pièce avait changé. Clara tendit la main vers le stylo, mais je le fis glisser vers elle. Demain, ai-je dit. 10 heures. Avec des témoins. Pendant un moment, personne ne parla. Puis Clara se renversa en arrière, feignant l'aisance. D'accord, demain. Nathan força un sourire, mais ses yeux étaient ailleurs, calculant ce que ce délai pourrait lui coûter. Je me suis levé, laissant les pieds de la chaise gratter juste assez pour marquer la fin de la conversation. Je vais me raccompagner, ai-je dit, et je me suis dirigé vers la porte. En passant devant le couloir, Lily glissa sa main dans la mienne un très court instant.
Ça va, a-t-elle murmuré. Mieux qu'il ne le pense, ai-je chuchoté en retour. Dehors, l'air du soir sentait de nouveau l'iode et le pain, mais maintenant il portait le poids de ce qui avait été mis en mouvement. Ils pensaient qu'ils avaient presque gagné. Ils ne réalisaient pas qu'ils venaient de me donner toutes les pièces dont j'avais besoin pour démanteler leur plan, selon mes propres termes. J'ai quitté la maison de Nathan avec le poids de la chemise encore dans mes mains, légère comme du papier, lourde comme une intention. La route du retour longeait la ligne sombre où l'océan garde ses propres secrets. Au moment où la lumière de ma terrasse est apparue, la nuit s'était calmée dans cette quiétude particulière que notre côte connaît, pas un silence, mais une respiration basse et constante qui fait qu'un homme entend ses propres pas. J'ai déverrouillé la porte, posé la chemise sur la table en chêne et allumé la lampe de la cuisine. Le cône de lumière chaude rendait les papiers de nouveau ordinaires, comme si une signature pouvait jamais être ordinaire. Il y a des nuits où l'on dort, et il y a des nuits où l'on construit. Cette nuit-là, j'ai construit. J'ai sorti un bloc-notes jaune du tiroir, j'ai écrit l'heure en haut, 20h41, et j'ai commencé une liste avec le calme d'un homme qui mesure des chevrons. 1 témoin. 2 conseils. 3 preuve du schéma. 4 disposition de la pièce. 5 ma voix. Ne pas l'élever, l'utiliser. J'ai pris mon téléphone et tapé lentement pour ne pas faire d'erreur. À Marguerite, besoin de toi ici demain à 10h avec ta nièce qui est notaire. Affaire importante. Merci de répondre oui si tu peux. À Samuel Gauthier. Sam, urgent. Mandat et acte de propriété poussés sur moi ce soir. Besoin de ton regard et de ta présence. 10h demain chez moi. J'aurai du café. Amène ton calme. L'écran brillait dans ma paume tandis que les messages partaient. En 1 minute, les 3 points de Marguerite pulsaient. Puis sa réponse, oui, nous serons là. Sans poser de questions. Sam a mis plus de temps. Il le faisait toujours, non pas parce qu'il était lent, mais parce qu'il lisait 2 fois avant d'envoyer 1 fois. Je serai là. Ne signe rien. N'apporte rien. Laisse-les apporter les choses à toi, a-t-il écrit. Ma bouche se crispa en ce qui aurait pu passer pour un sourire sur un homme plus jeune. Je posai le téléphone à côté de la chemise et en ouvris le rabat. Mandat de protection future. Transfert de propriété au décès. Une 3e feuille que je n'avais pas remarquée à table glissa en avant. Une autorisation pour tiers pour mon assureur, accordant un accès complet pour consultation et modification de la police. Clara avait pensé aux services publics auxquels je ne pense jamais, sauf quand une tempête les met hors service. Bien. Mieux le piège était construit, plus nette serait sa fermeture sur eux. Le rythme est important quand on affronte des gens qui veulent vous presser. Alors, j'ai ralenti la pièce. J'ai préparé une nouvelle cafetière que je ne finirai pas. J'ai rincé la même tasse 2 fois. J'ai circulé dans la maison et fait ce que je fais toujours quand j'ai besoin de me calmer. J'ai écouté comment le bois tenait. Pas de plainte. Cette maison m'aimait encore en son sein. J'ai sorti la vieille boîte en métal du placard du bureau, je l'ai posée sur la table et j'ai tourné la clé. À l'intérieur, le registre que j'avais commencé le jour où j'avais vu Clara à la banque avec Nathan, des entrées à l'encre foncée qui remontaient à 1 an. J'ai lu la liste de l'aide que j'avais apportée à mon fils. 1 200 € pour une réparation de voiture, 3 850 € pour du matériel de sport, 2 100 € pour un prêt d'études, 7 500 € pour des impôts trimestriels, 950 € pour un complément d'assurance habitation, 2 400 € pour une réparation de chauffage, et ainsi de suite, 74 lignes avec date et notes. Chacune justifiée à l'époque par une raison qui semblait plus chaleureuse qu'un contrat. Un schéma ressemble à de l'amour quand on est dedans. De loin, sous une lampe jaune et avec un bloc-notes, ça ressemble à un entraînement. J'ai laissé le registre ouvert à la dernière page, glissé une copie des avis de taxes foncières de l'année dernière à côté, et placé l'acte de propriété de la maison par-dessus. Le papier sentait légèrement cette vieille odeur de craie que seuls les registres du cadastre ont. Preuve du schéma, vérifié. J'ai ajouté un petit enregistreur audio à la pile, bon marché, discret. Une chose que j'utilisais pour prendre des notes quand je faisais du conseil et que mes mains étaient trop poussiéreuses pour un stylo. Je n'avais pas besoin d'un enregistrement secret pour gagner. J'en avais besoin pour me souvenir. Les gens disent la vérité différemment quand ils pensent que le temps est de leur côté. J'ai écrit une autre ligne sur le bloc-notes. Les asseoir en face de la lumière. Moi, le dos à la fenêtre. Témoin près de la porte. La disposition est importante. Si Nathan essayait de me positionner là où le stylo trouverait ma main par la force de l'habitude, je voulais que la pièce fasse réfléchir cette habitude. J'ai décroché la photo d'Evelyne du mur pour révéler le coffre-fort et j'ai tourné le cadran, 11-23-79. Notre date de mariage. La porte en métal s'est ouverte en silence. À l'intérieur, les originaux de tout ce qui donne une forme à une vie, certificat de naissance, livret de famille,
papier de sortie d'une vieille opération du genou, et le testament que j'avais rédigé 3 mois après son décès, parce que je ne supportais plus à quel point le lendemain était soudainement devenu inconnu. J'ai posé le testament à côté de l'acte de propriété, les yeux sur la clause qui léguait la maison à Nathan si je partais le premier, avec un simple ajout pour les études de Lily. J'ai touché la page où le nom d'Evelyne était inscrit et j'ai dit à voix haute, parce que cette maison a entendu toutes les choses importantes que j'ai jamais dites, j'ai tenu ma promesse. Je n'avais juste pas vu à quelle vitesse il vendrait la sienne. La vieille colère, celle qui veut être chaleur, a pressé contre mes côtes. Je l'ai laissé venir et je l'ai laissé passer. La rage est persuasive à minuit. Le matin, elle oublie son texte. J'avais besoin de lignes que je pouvais tenir. J'ai éteint la lumière de la cuisine et je me suis tenu dans le couloir où nous accrochons nos années. Nathan en uniforme de football, grand comme une voile. Evelyne avec un imperméable rouge, riant face au vent. Lily avec de la peinture sur le nez, brandissant un héron maladroit comme si elle avait découvert une nouvelle espèce. Le héron n'a pas peur de rester immobile, avait-elle écrit. Une note que j'ai prise ce soir comme une permission. Mon téléphone a vibré. Marguerite de nouveau. Ma nièce peut authentifier immédiatement à 10 heures. Elle apportera son répertoire. As-tu besoin d'autre chose? J'ai tapé une présence stable et je me suis arrêté là. Puis j'ai appelé le numéro que j'avais noté sur le bloc-notes l'hiver dernier, mais que je n'avais jamais pensé utiliser. La ligne directe d'un vice-président de banque pour qui j'avais fait une conception d'accessibilité pro bono il y a des années. Arthur Bernard, ai-je dit quand il a répondu. J'ai besoin de vous demain. Pas en tant que banquier, mais en tant qu'homme qui comprend ce que ces mots signifient. Il a écouté pendant que je lisais seulement les en-têtes et rien de plus. Mandat de protection. Acte de transfert au décès. Autorisation pour assureur. Puis il a dit la chose dont j'avais le plus besoin. Ne soyez pas malin ce soir. Soyez méticuleux. Si c'est légitime, ça le restera avec des témoins. Si ça ne l'est pas, les témoins lui apprendront à se comporter. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Ma montre indiquait 22h12. L'enregistreur était posé sur la table, petit et patient. L'horloge de la maison battait comme un métronome sur lequel on pouvait caler son cœur. La chemise contenait une feuille agrafée que je n'avais pas encore vue, projet de plan de transition de soins. Clara ne visait pas seulement à gérer mes factures. Elle voulait un récit imprimé qui pourrait être joint à toute requête qu'il pourrait déposer. Confusion accrue constatée, difficulté à conduire le véhicule au crépuscule, égarement répété d'objets, clés, téléphone. J'ai lu les mensonges qu'ils avaient l'intention de raconter et j'ai senti la bascule familière du chagrin et de la clarté pencher vers cette dernière. Des images ont fait surface. Clara plaçant une brochure de maison de retraite sous ma sucrière. Nathan mentionnant des comptes joints comme si, sans friction, signifiait « sûr ». Tout cela s'est inséré dans la colonne vertébrale de ce que c'était, non pas une tentative d'un soir, mais une longue campagne. J'ai écrit 3 phrases sur le bloc-notes, comme je rédigeais autrefois les points clés pour les présentations de projets quand les clients étaient nerveux et les budgets tendus. 1. Je suis lucide. 2. J'ai un historique de soutien financier envers mon fils. 3. Je modifie ma succession pour protéger ma petite fille. J'ai souligné la dernière 2 fois et j'ai posé le crayon. Puis j'ai répété la matinée dans ma tête, temps par temps, jusqu'à ce que cela se lise comme un plan qu'un charpentier pourrait suivre. Marguerite et sa nièce à 9h50. Sam à 9h58. Le café versé et refroidissant à une température qui dit « bienvenue », pas « performance ». Nathan et Clara à 10h pile avec leurs sourires éclatants et leurs stylos. J'ai placé les chaises exactement là où elles devaient être, la chemise sur le manteau de la cheminée où la première lumière la frapperait, et j'ai laissé mon registre ouvert pour qu'il n'y ait pas de drame à me voir produire des documents d'un tiroir. Je voulais que ce qui allait se passer paraisse inévitable à quiconque ne nous aurait jamais rencontrés. J'ai éteint la lumière de la terrasse, puis je l'ai rallumée, une vieille superstition de l'époque où je partais tôt et rentrais tard, une façon de dire à la maison que je serais de retour. J'ai fait le tour, la porte arrière verrouillée, la porte du bureau ouverte, la photo au-dessus du coffre-fort bien droite. Les gens imaginent que la nuit avant une confrontation est un roulement de tambour. Parfois, c'est un homme qui vérifie les charnières. Dans la chambre, je me suis assis sur le bord du lit et j'ai composé un dernier numéro. La petite montre connectée bon marché de Lily, celle avec le visage de dessin animé qui cligne des yeux entre les minutes. Elle a répondu en chuchotant depuis sa chambre. « Papy, je suis à la maison, ai-je dit. Tout est prêt. Demain, il y aura des adultes ici qui sont très doués pour s'assurer que les choses sont faites correctement. Tu as fait ta part. Maintenant, dors. » Elle est restée silencieuse assez longtemps pour que je pense que la ligne avait été coupée. Puis, « Tu aimes toujours maman et papa. »
Les enfants savent où sont les fils électriques. Je les aime, ai-je dit. Je n'aime pas ce qu'ils essaient de faire. Ils seront fâchés contre moi. Ils ne le sauront pas, ai-je dit. Et s'ils le découvrent un jour, je serai entre toi et cette colère. Elle a expiré ce petit souffle tremblant que j'avais senti sur mon poignet cet après-midi et a dit « D'accord. Bonne nuit. » « Bonne nuit, mon héron, ai-je dit, et j'ai raccroché, sentant la maison acquiescer autour de moi. Le sommeil n'est pas venu d'un seul bloc. Il est venu par bribes. Je l'ai laissé faire. Chaque fois que je me réveillais, le plan était toujours là, assis confortablement sur la chaise près de la fenêtre, comme un vieil ami qui sait pourquoi vous l'avez appelé. À 5h47, le ciel a commencé à prendre la couleur qui fait que les pêcheurs vérifient la marée. J'ai basculé mes jambes hors du lit avant le réveil. Le matin sentait le cèdre humide et le marc de café. Je me suis rasé parce que ça stabilise mes mains. J'ai mis la chemise bleue qu'Evelyne aimait parce qu'elle disait que ça donnait à mon entêtement un air de résolution. À 9h15, j'ai relu le texte du mandat et j'ai encerclé 3 expressions au crayon. Meilleur intérêt, accès raisonnable et détermination d'urgence. Ces mots sont les trappes. À 9h30, j'ai marché jusqu'à la boîte aux lettres et retour, pour que mon corps se souvienne de la distance entre ma porte d'entrée et une ligne que je ne franchirai pas. À 9h44, la voiture de Marguerite est arrivée, le gravier crissant doucement comme un coup respectueux à la porte. Elle est sortie avec un thermos et le genre d'étreinte que les gens donnent quand ils sont là pour travailler, pas pour bavarder. Sa nièce, Jeanne, a suivi, la trentaine, soignée, portant un répertoire en cuir et le petit seau qui transforme l'encre en acte officiel. « Bonjour, dit Marguerite. On dirait que tu as construit un pont cette nuit. »« J'ai juste posé les fondations, ai-je dit. »« Sam, à 2 minutes, dit-elle en regardant son téléphone. Nous avons disposé les chaises exactement comme je les avais dessinées, moi, la lumière dans le dos, les témoins, près de la porte, 2 chaises vides en face de la table, attendant l'argumentaire. Jeanne a ouvert son répertoire de notaire avec un léger craquement et a sorti un stylo. Qui avait l'air ordinaire exprès. Du café, ai-je offert. Fort, dit Marguerite. Toujours, ajouta Jeanne. À 9h58, Sam est entré, imperméable à moitié zippé, les yeux faisant déjà l'inventaire. Il m'a serré la main sans bavardage et a examiné la chemise à une distance respectueuse, comme un chirurgien regarde une radiographie avant de demander comment se sent le patient. On va les laisser exposer leur plan, dit-il tranquillement. Et tu poseras ta seule question. Quelle question, ai-je demandé, même si je la connaissais. Celle qui construit le dossier. Y a-t-il quoi que ce soit ici qui transfère le contrôle de ma propriété sans mon consentement explicite? Et s'ils disent non, tu leur donnes la phrase qu'ils ont oubliée qu'ils ont écrite, dit-il en tapant sur le cercle au crayon autour de détermination d'urgence. S'ils disent oui, Jeanne écrit cette phrase à la main dans son répertoire, et nous signons tous en dessous comme si c'était dimanche. J'ai inspiré une fois par le nez. Et s'ils avaient prévu un médecin pour une évaluation de mes capacités? La bouche de Sam a formé une expression qui n'était pas un sourire. J'apprécierai ce moment-là. L'horloge a sonné 10 heures. Le rythme est un langage en soi. J'ai laissé la porte ouverte. Laissé la maison leur montrer qu'elle n'avait rien à cacher. Une portière de voiture a claqué, puis une autre. Des voix. La gaieté contrôlée de gens qui se sont convaincus qu'ils font la bonne chose parce qu'ils l'appellent ainsi. Le parfum de Clara est entré 2 secondes avant elle. Nathan a suivi, le visage réglé sur agréable, ses yeux trouvant les miens avec une chaleur fabriquée. Il a vu Sam d'abord, puis Marguerite, puis le répertoire de Jeanne, et j'ai regardé les calculs dans son expression se refaire. Clara n'a pas flanché. Elle a souri comme si c'était mieux qu'elle ne l'avait espéré. « Oh, dit-elle, tu as invité de l'aide. »« Vous avez apporté de l'aide, ai-je dit d'un ton égal, désignant la chemise sous son bras. J'ai pensé que c'était juste. » Le regard de Nathan glissa vers Samedi. On ne pensait pas avoir besoin d'avocat pour la famille. « Je suis un ami, dit Samedi. Et c'est en famille que les gens méritent les meilleurs papiers. » Clara s'assit, posa la chemise, l'aligna avec le bord de la table et me regarda droit dans les yeux avec un calme qui était pure intention. « On commence, demanda-t-elle. « Allons-y, ai-je dit, et j'ai posé ma paume légèrement sur le chêne, la maison sous ma main. Le jeu qu'il pensait organiser avait changé de lieu. Il n'avait juste pas encore senti le sol basculer. Nathan s'est assis en face de moi, les paumes à plat sur la table, comme si s'ancrer la pouvait stabiliser le moment. Clara a placé la chemise entre nous comme un cadeau qu'elle aurait passé des semaines à emballer, les bords nets, le fermoir bien en place. Le stylo de Jeanne reposait dans sa main, prêt, et Marguerite avait adopté l'immobilité de quelqu'un qui lit déjà la pièce. Sam s'est penché en arrière, les bras détendus,
mais le regard fixe a le genre de présence qui dit « J'ai déjà été ici, et je sais comment ça se termine ». Quand quelqu'un vous prépare une scène, assurez-vous de contrôler l'éclairage. J'ai tendu la main, mais pas vers la chemise. J'ai pris mon café, bu une lente gorgée et laissé le silence s'installer jusqu'à ce qu'il pèse sur le sang-froid de Clara. Elle fut la première à le briser. « Arthur, commença-t-elle, la voix mielleuse. Il s'agit vraiment de te faciliter les choses. Nathan et moi, on parlait de tout ce que tu fais tout seul. Les factures, l'entretien, les décisions concernant la maison. On veut juste s'assurer que tu n'es pas surchargé. » J'ai hoché légèrement la tête, comme si elle venait de me donner la météo. C'est prévenant, ai-je dit. Mais je suis curieux de voir à quoi ça ressemble par écrit. Nathan a ouvert la chemise avec la désinvolture d'un homme montrant des photos de vacances, pas des documents légaux. Il a fait glisser la première feuille vers moi. C'est un mandat de protection future, pour qu'il reste en vigueur si, Dieu nous en préserve, tu ne peux plus prendre de décision toi-même. Ça veut juste dire que je peux intervenir et gérer les choses. Gérer les choses, ai-je répété, en jetant un coup d'œil à Samedi. Ses yeux se sont tournés une fois vers Jeanne, qui a posé son stylo sur le répertoire sans écrire. Clara s'est penchée en avant. C'est standard, Arthur. Tu aurais toujours le plein contrôle sur tout tant que tu vas bien. C'est juste une assurance. Une assurance, ai-je dit doucement. J'ai laissé mon doigt reposer sur l'entête, mandat DE protection future. Y a-t-il quoi que ce soit ici, ai-je demandé, qui transfère le contrôle de ma propriété sans mon consentement explicite. Nathan a hésité une fraction de seconde. Mais dans une pièce où tout le monde attend ce temps mort, c'est suffisant. Non, a-t-il dit, trop vite. Sam m'a tendu la main, a tourné la deuxième page sans me regarder. Alors expliquez ceci, dit-il en tapant sur le paragraphe que j'avais encerclé la nuit dernière. Détermination d'urgence. Cette clause vous permet d'agir immédiatement si vous estimez qu'il y a une urgence, même si Arthur n'a pas donné son accord. Ce n'est pas une assurance. C'est un accès. La bouche de Clara s'est contractée, la première fissure dans son sourire. C'est par précaution. S'il tombait malade, on appellerait une ambulance, ai-je dit en la coupant, pas une banque. Le rythme dans des moments comme celui-ci est une sorte de marée. On la laisse monter, puis on la retire brusquement. J'ai pris le document suivant. Acte de propriété avec clause de transfert au décès. Nathan a commencé à parler, mais j'ai levé la main. Celui-ci, ai-je dit, change le titre de propriété de la maison à la minute où je meurs. Pas de succession. Directement à vous. C'est efficace. Ça économise les frais de notaire, a dit Clara. C'est ce que tout bon conseiller suggérerait. J'avais un bon conseiller, ai-je dit. Elle portait un imperméable rouge et riait du mauvais temps. Elle n'ajoutait pas de clause sans consentement. Nathan s'est agité sur sa chaise. Papa, on essaie juste de protéger la famille. Protéger, ai-je dit, en présignant l'acte de propriété, en rédigeant un plan de transition de soins qui dit que je suis confus au crépuscule, que j'égare mes clés. Ses yeux se sont écarquillés, non pas parce que j'avais tort, mais parce que je l'avais lu. Marguerite s'est légèrement penchée en avant, comme pour ne manquer aucun mot. La voix de Clara s'est aiguisée. On a remarqué des choses, Arthur. On s'inquiète, c'est tout. Assez inquiet, dit Sam d'un ton égal, pour déposer une demande de mise sous tutelle avant la fin du trimestre. La réplique a atterri là où il le fallait. Pas fort, pas dramatique, mais comme le déclic d'une serrure. Le stylo de Jeanne bougeait, le son de sa plume grattant le journal. Clara a jeté un coup d'œil au seau de notaire à côté d'elle. Vous avez fait venir un notaire. Vous avez apporté un stylo, ai-je dit. J'ai pensé qu'on pourrait aussi bien rendre les choses officielles, d'une manière ou d'une autre. Nathan s'est renversé en arrière, expirant bruyamment. C'est ridicule. Nous sommes une famille. Et la famille, ai-je dit, c'est là que les gens méritent les meilleurs papiers. La transition est venue quand j'ai fait glisser ma propre chemise sur la table, le registre ouvert, les reçus visibles. Le testament posé dessus. Voici mon schéma de soutien envers toi, Nathan. 74 cas documentés rien que sur l'année écoulée. Tous sans une seule clause, sans témoin, sans exiger ta signature. Si tu penses que je suis incapable de gérer mes affaires, tu devras expliquer pourquoi j'étais assez capable pour financer les tiennes. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur. Clara a regardé le registre, puis Nathan, calculant le prochain coup. On ne veut juste pas que tu te fasses avoir, a-t-elle finalement dit. Trop tard, ai-je répondu. Ça fait un moment que ça arrive. La différence, c'est que maintenant, nous avons des témoins. Marguerite a bougé sur sa chaise, une solidarité silencieuse,
tandis que le stylo de Jeanne bougeait à nouveau. Sam a rompu la pause. Arthur, consentez-vous à signer l'un des documents présentés aujourd'hui? Non, ai-je dit. Souhaitez-vous faire une déclaration sur votre capacité à gérer vos affaires? Oui. Je suis lucide. J'ai un historique documenté de soutien financier à mon fils, et je modifie ma succession pour protéger ma petite fille. Jeanne a écrit chaque phrase exactement, puis a tourné le répertoire pour que je signe. Mon nom à l'encre donnait l'impression de poser la dernière pierre d'une fondation. La voix de Nathan est devenue basse, mais dans le silence, tout le monde l'a entendu. Tu fais une erreur, papa. Peut-être, ai-je dit. Mais ce sera la mienne. Le rythme s'est ralenti alors que je me levais, rassemblant ma chemise. On a fini ici. Clara s'est levée aussi, son parfum trop sucré maintenant, et a croisé mon regard. Tu le regretteras. Pas autant que vous, ai-je dit, laissant les mots atterrir sans élever la voix. Alors qu'il sortait, Nathan n'a pas regardé en arrière. Clara l'a fait, une fois, et ce qu'elle a vu, c'est une table avec plus rien dessus, à part une tasse de café refroidissant dans la lumière. La porte s'est fermée et la maison a semblé expirer. Je remerciai Marguerite, Jeanne et Samedi. Tu n'avais pas besoin de nous, dit Sam, mais tu as été assez intelligent pour nous vouloir ici. Jeanne a rangé son seau. Marguerite m'a serré l'épaule, et au moment où leurs voitures se sont éloignées, le seul son qui restait était celui de l'océan, régulier comme une respiration. Seul, je me suis tenu dans le couloir où nous accrochions nos années et j'ai regardé à nouveau le dessin du héron de Lily. Le héron n'a pas peur de rester immobile. Parfois, rester immobile n'est que la pause avant le prochain pas. Ce pas était à venir. La maison était de nouveau silencieuse, mais ce n'était pas le même genre de calme que la veille. La nuit dernière, c'était de l'anticipation, comme l'air avant un orage. Maintenant, c'étaient les séquelles, lourdes, délibérées, le genre de silence qui suit quand quelque chose a suffisamment basculé pour ne plus pouvoir revenir en arrière. Je suis resté dans la cuisine, les doigts sur le bord de la table en chêne, sentant les faibles sillons creusés dans le grain par des décennies de tasses de café et de mots croisés du dimanche. Gagner une seule manche ne met pas fin à la partie. Cela ne fait que changer les règles. Mon téléphone a vibré une fois sur le comptoir. Numéro inconnu. J'ai laissé aller à la messagerie. Une autre vibration. Cette fois, un SMS. Tu nous as mis dans l'embarras. On en reparlera plus tard. Nathan. Pas de ponctuation, pas de chaleur. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai effacé sans répondre. S'il pensait que je me laisserais entraîner dans un autre échange si tôt, il ne me connaissait pas aussi bien qu'il le pensait. Je me suis versé une nouvelle tasse de café, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que cela donnait à mes mains quelque chose à faire pendant que mon esprit travaillait. Le goût était plus amer que celui que j'avais fait hier. Peut-être l'avais-je laissé infuser trop longtemps, ou peut-être que je remarquais juste plus de choses. Le rythme devait rester stable maintenant. Trop rapide, et j'agirais sous le coup de l'émotion, trop lent, et il se regrouperait. J'ai rouvert le registre, revenant aux premières entrées. Il y avait une histoire dans ces chiffres, et je devais être prêt à la raconter à quiconque voudrait bien l'écouter, une histoire sur un père qui n'avait jamais refusé une demande jusqu'au jour où les demandes se sont transformées en exigences. Nathan et Clara pensaient pouvoir me pousser à signer le contrôle dans mon salon. Ils ne savaient pas que je venais de transformer leurs papiers en preuve. J'ai appelé Samedi. Ils vont revenir, ai-je dit. Bien sûr qu'ils le feront, a-t-il répondu. Quelle est ta prochaine étape? Je veux une trace dans plus d'un endroit. Le service de la publicité foncière, la banque et le coffre de mon avocat. S'ils vont essayer à nouveau, je veux qu'ils soient obligés de déposer leurs intentions en plein jour. Alors on va le faire, dit Samedi. Demain matin, je conduis. J'ai raccroché, posé mon café et je suis allé au bureau. Les vieux tiroirs de classement en métal se sont ouverts avec leurs gémissements familiers. À l'intérieur se trouvait chaque document majeur que j'avais conservé pendant 40 ans. J'ai sorti le dossier épais intitulé « Maison » et je l'ai posé sur le bureau. L'acte de propriété, les reçus de chaque réparation et amélioration depuis qu'Evelyne et moi l'avions acheté, même la lettre de la société historique sur son statut de bâtiment artisanal de 1927. Tout cela serait plus difficile à contester que ma seule voix. Pendant que l'imprimante bourdonnait, faisant de nouvelles copies, j'ai pensé à Lily. La dernière chose que je voulais, c'était qu'elle soit prise dans les tirs croisés. Mais elle avait déjà été entraînée, me chuchotant son avertissement à la fête, sa petite voix tremblante mais stable. Cela signifiait qu'elle comprenait plus que n'importe quel enfant ne devrait avoir à le faire. Je devrais la protéger de la suite. Je suis allé en ville juste après le déjeuner. Le premier arrêt fut la banque. Arthur Bernard, le vice-président de l'agence, attendait près du bureau latéral. J'ai mis en place les protections sur le compte, dit-il.
À tout retrait de plus de 1000 € nécessitera votre signature physique et une pièce d'identité correspondante, sans exception. Et la maison, ai-je demandé. Nous signalerons toute demande de renseignements sur le titre comme hautement prioritaire. Si quelqu'un essaie de faire un transfert sans vous, ça arrivera d'abord sur mon bureau. Nous nous sommes assis, avons examiné le mandat que Nathan avait apporté, et Arthur a souligné 3 autres clauses qui auraient pu être détournées pour un accès immédiat. Il s'attendait probablement à ce que vous ne lisiez pas d'aussi près, dit-il. Il s'attendait à ce que je leur fasse confiance, ai-je répondu. Et c'est de ma faute. L'arrêt suivant fut le service de la publicité foncière. La femme derrière le comptoir m'a reconnu. Je dois m'assurer que mon titre de propriété reste exactement où il est, lui ai-je dit. Elle a hoché la tête, a consulté les registres et a placé une alerte de surveillance pour que je reçoive une notification pour toute activité. Vous seriez surpris de la fréquence à laquelle la famille essaie de simplifier les choses, dit-elle tranquillement. Non, je ne le serai pas, ai-je dit, et elle m'a lancé un regard qui en disait long. Le retour à la maison s'est fait sous la pluie. Je me suis assis à la table de la cuisine, au même endroit où ils avaient essayé de me coincer, et j'ai fait une nouvelle liste, non seulement de protection, mais d'action. 1. Sécuriser les finances. 2. Protéger l'acte de propriété. 3. Ajuster le testament. 4. Rendre mes intentions claires aux bonnes personnes. Ce dernier point était le plus important. J'ai appelé mon avocat, Maître Leclerc, qui avait rédigé mon testament après le décès d'Evelyne. Je veux le mettre à jour, lui ai-je dit. Et je veux une clause qui stipule que toute tentative de le contester est un motif de déshéritage. C'est exécutoire, dit-il. Et vous êtes sûr de le vouloir? J'en suis sûr, ai-je dit. Et je veux une fiducie pour Lily. Inattaquable, inaccessible par ses parents jusqu'à sa majorité. Leclerc n'a pas demandé de détails. Nous avons fixé un rendez-vous pour vendredi matin. Le soir est tombé tôt sous les nuages de pluie. À mi-repas, mon téléphone s'est allumé avec le nom de Clara. J'ai laissé sonner, puis j'ai écouté le message vocal. Sa voix était sèche, le miel avait disparu. Arthur, ça va trop loin. Nathan et moi essayons de t'aider. Si tu insistes pour impliquer des étrangers, tu vas rendre les choses très laides. Pense à Lily. Rappelle-moi. Je l'ai écoutée 2 fois, puis je l'ai sauvegardée. Si elle voulait mêler Lily à ça, je garderais chaque mot qu'elle disait à son sujet. Le rythme a changé alors que je passais en mode préparation. J'ai photographié chaque document, je les ai stockés sur 2 clés USB distinctes, et j'en ai placé une dans le coffre-fort, l'autre dans la boîte à gants de ma camionnette. J'ai rédigé une simple déclaration sur ma capacité, mes décisions et mes intentions, et j'ai demandé à Marguerite d'en être témoin le matin. Avant de me coucher, j'ai appelé Lily. Ils t'ont parlé aujourd'hui, ai-je demandé. Non, dit-elle. Maman était en colère, mais elle n'a pas dit pourquoi. Bien, ai-je dit. Si elle le fait, tu n'as pas à répondre. Dis-lui juste que tu ne sais rien. D'accord, papy. Tu es fâché contre moi? Cette question encore, et elle a atterri de la même manière, bas dans la poitrine où se trouve la vérité. Jamais, ai-je dit. Tu as fait ce qu'il fallait. Elle resta silencieuse, puis dit, le héron n'a pas peur de rester immobile. C'est vrai, ai-je dit. Parfois, rester immobile est une force. Le lendemain matin, avant même d'avoir pu finir mon café, une enveloppe blanche a été glissée par la fente du courrier. Pas de timbre, juste mon nom écrit de l'écriture rapide et inclinée de Nathan. À l'intérieur, une seule feuille. Nous avons pris des dispositions pour que le docteur Lambert vienne vous rendre visite demain à 14 h pour une évaluation. Veuillez être à la maison. Pas de signature, pas d'explication. Juste le prochain coup dans leur partie. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai posé à côté de mon café. Ils voulaient un examen de compétences selon leurs termes, avec leur médecin. Très bien. Je m'y attendais. J'ai appelé Leclerc. Changement de plan, lui ai-je dit. Pouvez-vous être ici demain à 13h30 et amener quelqu'un qui peut mener une évaluation de capacité légitime? Quelqu'un qu'ils ne pourront pas accuser de partialité. Il a gloussé. J'ai déjà le nom. Je l'appelle aujourd'hui. La pluie s'est calmée l'après-midi, et j'ai de nouveau fait le tour de la maison. Le loquet du portail arrière était lâche, alors je l'ai réparé. Les marches de l'entrée avaient besoin d'être balayées, alors je l'ai fait aussi. Non pas parce que c'était important pour le plan, mais parce que c'était important pour moi. C'était toujours ma maison, et j'avais l'intention de la garder ainsi. Le soir, je sentais la forme de ce qui allait arriver. Ils arriveraient avec leur médecin, s'attendant à orienter la conversation vers la confusion et la fragilité. Ils trouveraient une pièce arrangée pour la vérité, des témoins en place, et un homme qui avait déjà décidé de l'issue. La partie était toujours en cours, seulement maintenant,
elle se jouait sur mon terrain. Le matin qu'ils avaient choisi pour tester mon esprit s'est levé plus froid qu'il n'aurait dû pour une fin septembre. Le genre de froid qui donne à l'air un goût métallique quand on sort. Si quelqu'un invite une tempête à votre porte, c'est à vous de décider où la foudre frappe. Je me tenais au comptoir de la cuisine, regardant la vapeur monter de mon café, non pas parce que j'avais besoin de chaleur, mais parce que la tasse semblait stable dans mes mains. La stabilité était la chose qu'il venait remettre en question aujourd'hui. À 8 heures, Leclerc a appelé. « Arthur, j'ai confirmé la présence du docteur Richard pour cet après-midi. Médecin gériatre certifié, a publié sur les évaluations de capacité et est allergique aux raccourcis. Elle sera là à 13h30. Bien, ai-je dit. Ils s'attendent au docteur Lambert. » Leclerc laissa un petit sourire percer dans sa voix. Alors ils seront agréablement déçus. Le rythme devait être délibéré aujourd'hui. Pas de précipitation, pas d'ajustement de dernière minute qui ressemblerait à de l'affolement. Chaque mouvement devait sembler inévitable, comme si j'avais été prêt pour cela depuis le début. J'ai de nouveau préparé la table en chêne. Même disposition qu'auparavant, ma chaise avec la lumière dans le dos, 2 chaises vides en face, les témoins près de la porte. Marguerite et Jeanne seraient là à 13h15, Sam à 13h20. La chemise de documents était fermée au centre, à ne pas toucher avant que je ne le décide. À 10h, j'ai fait le tour de la propriété une dernière fois. Le cèdre sentait plus fort dans le froid, et le chemin de gravier sous mes bottes sonnait plus fort que d'habitude. J'ai vérifié la boîte aux lettres, sachant que rien d'important ne s'y trouverait, mais le petit acte de l'ouvrir et de la fermer m'a fait penser à toutes les années où Evelyne avait fait de même. Cette maison n'était pas seulement la mienne. C'était le témoignage d'une vie construite en ligne droite, et je n'allais laisser personne la redessiner sans que ma main soit sur le crayon. Mon téléphone s'est allumé. « Clara !» J'ai répondu cette fois. « Arthur !» dit-elle, sa voix enjouée d'une manière qui signifiait que ce n'était pas réel. « Je voulais juste m'assurer que tu te souvenais que le docteur Lambert vient à 14h. Je me souviens que vous avez arrangé cela, ai-je dit. Et j'ai arrangé autre chose. » Silence. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'évaluation sera approfondie, documentée et attestée par des témoins, pour la protection de tous. Son ton s'est aiguisé. Tu ne nous fais pas confiance. Je fais confiance au processus, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. Je pouvais presque la sentir presser le téléphone contre son oreille après, essayant de décider si elle avait mal calculé. À 13h15, la voiture de Marguerite est arrivée. Elle est entrée avec sa présence stable, posant son thermos sur le buffet. Jeanne a suivi, répertoire à la main, son expression aussi illisible qu'un tiroir verrouillé. « Sommes-nous prêts ?» a demandé Marguerite. « Prêt, ai-je dit. » À 13h20, Sam est arrivé. Col de manteau relevé contre le vent. Il a balayé la pièce du regard, a hoché la tête une fois. « La disposition est parfaite, dit-il. Laisse-les amener la tempête. Ils trouveront le terrain déjà sec. » La transition vers le moment crucial est venue avec le son des pneus sur le gravier à 13h58. 2 portières de voiture, puis des voix. Les talons de Clara ont claqué sur la terrasse, Nathan derrière elle, et entre eux un homme que j'ai supposé être le docteur Lambert. Grand, la cinquantaine, portant une mallette en cuir et une expression qui disait qu'il avait déjà décidé de la conclusion. Mais avant qu'il ne puisse franchir le seuil, une berline argentée s'est garée derrière eux. Leclerc en est sorti, suivi d'une femme en manteau bleu marine avec une mallette de médecin. Sa posture était nette et droite, comme quelqu'un qui n'a pas peur d'être mesuré. « Voici le docteur Richard », dit Leclerc alors qu'ils approchaient de la porte. Le sourire de Nathan a vacillé. « Nous avons déjà un médecin, a-t-il dit. »« Moi aussi, ai-je répondu, et comme c'est ma capacité qui est évaluée, les deux seront présents. Comme ça, il n'y aura pas de contestation. » Les yeux de Lambert se sont plissés, mais il est entré sans commentaire. Le docteur Richard a suivi, posant sa mallette soigneusement près de la chaise à côté de la mienne. La voix de Clara était du sucre sur de l'acier. « Arthur, cela semble inutile. »« Alors ça ne devrait pas être un problème, ai-je dit en désignant les chaises. »« Nous avons commencé. » Lambert a lancé ses questions rapidement, nom, date, événements actuels, le genre de questions superficielles auxquelles on pouvait s'attendre. J'ai répondu à chacune avec le calme d'un homme nommant les outils dans son hangar. Puis ce fut le tour du docteur Richard, qui est allé plus en profondeur, les décisions financières que j'avais prises au cours de l'année écoulée, les raisons qui les sous-tendaient, des scénarios hypothétiques sur la propriété et le consentement. Chaque réponse était accompagnée de détails, de noms, de dates, de montants en euros tirés directement du registre dans ma tête. Nathan s'est agité sur son siège. Clara a croisé les jambes dans l'autre sens. Une demi-heure plus tard,
Le docteur Richard a fermé son carnet. À Monsieur Bernard, à mon avis professionnel, vous êtes tout à fait capable de gérer vos affaires. Je ne vois aucun trouble cognitif qui justifierait un transfert de contrôle. Lambert s'est éclairci la gorge. J'aimerais réserver mon jugement. Bien sûr, dit le docteur Richard, mais nous déposerons un rapport conjoint, et le mien inclura la présence de témoins et une documentation notariée des débats d'aujourd'hui. C'était l'éclair. Il a frappé en plein cœur, et ils l'ont tous les deux senti. Nathan a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le sourire de Clara s'était évaporé. Le rythme est passé à la conclusion. J'ai fait glisser la chemise vers eux. Vous pouvez reprendre vos documents. Je ne signerai rien aujourd'hui, ni aucun autre jour, sauf si c'est selon mes termes et à mon heure, avec mon conseil présent. La mâchoire de Nathan s'est crispée. On essayait de t'aider, a-t-il dit. L'aide a une autre allure quand elle vient avec un stylo à la main et une horloge sur la table, ai-je répondu. Et si vous vous inquiétez pour Lily, j'ai pris des dispositions pour elle qui ne nécessitent pas que vous teniez les rênes. Ça a fait mouche. Je pouvais le voir dans les yeux de Clara, calculant, s'ajustant, réalisant que la fenêtre se fermait. Le clerc s'est levé, boutonnant son manteau. Nos affaires sont conclues pour aujourd'hui. Toute discussion ultérieure passera par mon bureau. En partant, le docteur Richard m'a fait un petit signe de tête, le genre que les professionnels se font quand ils ont assisté à un combat sans avoir apporté de coups. La porte s'est fermée derrière eux, et la maison a expiré. Je me suis rassis à la table en chêne, passant la main sur le grain du bois. Aujourd'hui n'était pas la fin, mais c'était le moment où le sol a cessé de trembler sous mes pieds. Et dans ce genre de partie, c'est le premier pas vers la victoire. Ils ont quitté mon allée dans 2 voitures, l'une juste après l'autre, mais la poussière de gravier est restée en suspension dans l'air comme si elle hésitait à les suivre. Je suis resté assis à la table en chêne assez longtemps pour entendre la bouilloire s'éteindre dans la cuisine. Pas de précipitation. Dans une guerre, qu'elle soit menée avec de l'encre ou avec du fer, ce que vous faites dans les moments qui suivent une bataille compte autant que la bataille elle-même. J'ai versé le thé et je l'ai laissé refroidir. La maison était devenue silencieuse, mais pas le silence auquel on peut se fier. C'était le silence après qu'un animal se soit glissé dans les buissons. On ne le voit plus, mais on sait qu'il est toujours là, à rôder. À 16h30, Leclerc était parti. Le docteur Richard était parti, et même Marguerite avait à contre-cœur retraversé le jardin pour rentrer chez elle. Je les raccompagnai jusqu'au portail. Ils essaieront encore, dit-elle. Oui, ai-je répondu, mais la prochaine fois, ils seront pressés. Et les gens pressés laissent des empreintes. Elle m'a fait ce lent hochement de tête qu'elle réserve aux dures vérités, puis s'est tournée vers sa maison. À l'intérieur, j'ai rassemblé les papiers que Lambert avait apportés et je les ai glissés dans une simple enveloppe Kraft. Ce n'était pas une preuve au sens juridique du terme, pas encore, mais c'était un enregistrement. Et les enregistrements ont une façon de survivre aux mensonges. J'ai mis l'enveloppe dans le tiroir où Evelyne gardait autrefois les cartes d'anniversaire, un endroit où Nathan et Clara ne penseraient jamais à chercher parce qu'ils ne contenaient rien de valeur financière. C'était la première couche de ma contre-attaque, leur faire sous-estimer où se trouvait la vraie valeur. À 18h, le téléphone a sonné. Pas la ligne fixe, mon portable. Le nom de Lily a illuminé l'écran. « Papy, ils sont fâchés », a-t-elle murmuré avant même que je puisse dire bonjour. Maman a claqué la porte du placard et papa lui a dit de baisser la voix, mais je l'ai entendu dire quelque chose sur le fait de trouver un autre angle. Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. « Tu as bien fait de m'appeler. Tu vas bien ? » « Oui, mais papy. » Sa voix a un peu diminué. « Est-ce qu'ils vont prendre la maison quand même ?» J'ai pris une lente inspiration. « Pas si je peux l'empêcher, Lily. » « Et je peux l'empêcher. » J'ai raccroché et je suis resté assis là, laissant ces mots résonner. Un autre angle pouvait signifier n'importe quoi, mais j'avais vécu assez longtemps pour savoir que cela signifiait généralement quelque chose auquel on n'avait pas encore pensé, ou pire, quelque chose auquel on avait pensé mais qu'on espérait qu'il n'essaierait pas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai arpenté les couloirs, touchant les cadres sur les murs. Nathan a 9 ans avec sa casquette de foot. Evelyne tenant un cerf-volant sur la côte. Lily peignant à la table de la cuisine. Chaque photo était un enregistrement du temps qui ne pouvait pas être repris. Mais la maison où elles étaient accrochées, c'était différent. Le lendemain matin, j'ai appelé Samedi. Ils se regroupent, ai-je dit. Bien, a-t-il répondu. Ça veut dire qu'ils sont déséquilibrés. Il a suggéré que nous nous retrouvions en ville. Autour d'un café noir au café du port, nous avons tout mis à plat. Il faudrait que je consolide les limites de la propriété, littéralement et légalement, avant toute nouvelle initiative de leur part. Un bornage par un géomètre expert, a dit Samedi. Fais-le enregistrer.
S'ils essaient de prétendre qu'il y a une confusion sur ce qui est à toi, les registres du cadastre mettront fin à cela avant que ça ne commence. À midi, j'étais au bureau du géomètre expert. Un homme nommé Monsieur Roux m'a serré la main et a dit qu'il pourrait faire le travail d'ici vendredi. Vous vous attendez à des ennuis, a-t-il demandé. Je m'assure juste que les fondations sont de niveau, ai-je répondu. Il a gloussé, mais je ne plaisantais pas. J'étais en train de verrouiller la porte latérale quand des phares ont balayé le mur. Pas la camionnette de Nathan, trop basse. Le SUV de Clara. Elle n'a pas frappé. Elle est passée par derrière, ses talons claquant sur le chemin de pierre. Arthur, dit-elle, sa voix douce comme une cuillère de sirop, cachant le goût du médicament. Il faut qu'on parle. Sans tous les figurants. Pas d'avocat, pas de témoin. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Si vous pensez que ça me rendra plus arrangeant, vous m'avez mal lu. Elle s'est approchée. Tu t'es mis dans un coin. On aurait pu gérer ça discrètement, mais maintenant. Elle s'est interrompue, jetant un coup d'œil vers la clôture où la lumière du voisin venait de s'allumer. Maintenant quoi, ai-je demandé. Elle s'est redressée. À maintenant, soit tu signes un transfert volontaire, soit tu regardes Nathan devoir passer par une procédure de partage judiciaire de ton vivant. Ma mâchoire s'est crispée. Vous avez fait vos devoirs. Mais moi aussi. J'ai ouvert la porte juste assez pour qu'elle voie l'enveloppe Kraft posée sur le comptoir. Chaque mot, chaque signature que vous avez essayé de me faire avaler est consignée. Et si jamais je dois le faire, ça ira à la gendarmerie avant le coucher du soleil. Ses yeux se sont plissés. Tu ne ferais pas ça. J'ai souri faiblement. Vous ne me connaissez pas aussi bien que vous le pensez. Elle est partie sans un mot de plus, mais ses talons ont frappé les pierres plus fort qu'avant. C'est le bruit de quelqu'un qui repart avec moins que ce avec quoi il est venu. Au cours des 2 jours suivants, j'ai agi discrètement. J'ai appelé un vieil ami dans les assurances pour revoir ma police habitation et m'assurer que toutes les informations de contact contournaient entièrement Nathan. J'ai mis à jour mon testament pour rendre la fiducie de Lily inattaquable, avec Marguerite comme cofiduciaire. Et puis, parce que les contre-attaques fonctionnent mieux quand elles arrivent d'une direction que personne ne surveille, j'ai fait une visite au service de la publicité foncière. Il existe une procédure appelée démembrement de propriété. Cela signifiait que je pouvais toujours vivre dans la maison, la contrôler, l'usufruit, mais que le nu propriétaire, mon successeur désigné, serait verrouillé. J'ai choisi Lily. Quand je suis sorti de ce bureau avec le dossier tamponné et scellé, le vent d'octobre m'a cinglé le visage, plus vif que je ne m'y attendais. Peu importe. Les fondations étaient posées. Maintenant, si Nathan et Clara voulaient me déloger, ils devraient traîner des chaînes qu'ils ne savaient même pas que j'avais enroulées autour de la place. Ce vendredi-là, le rapport du géomètre est arrivé. Monsieur Roux m'a retrouvé à la limite de la propriété avec les papiers. Pas de litige. Les limites sont claires. Vous êtes sur du solide ici. Je lui ai serré la main et j'ai pensé, pas pour la première fois, à quel point la survie consiste simplement à avoir les bonnes personnes de son côté avant d'en avoir besoin. Samedi matin, Lily est revenue, de la peinture sur les mains. J'ai dessiné quelque chose, dit-elle en me tendant une feuille. C'était de nouveau notre maison, mais cette fois la clôture était plus haute, le portail fermé, et elle s'était dessinée à l'intérieur, faisant un signe de la main. Au-dessus, dans ses lettres capitales soignées, en sécurité. Je l'ai épinglé sur le tableau de liège près de la porte de la cuisine. C'est exactement ça, lui ai-je dit. Parce que maintenant, c'était le cas. La voix de Nathan était déjà différente quand ils sont revenus 2 jours plus tard. Des mots plus courts, des bords tranchants, le ton d'un homme qui avait cessé de prétendre que c'était encore une conversation familiale. Clara n'a pas gaspillé sa douceur cette fois-ci. Elle est entrée la première, les talons frappant le carrelage de la cuisine comme si elle possédait le rythme de la maison. Marguerite et Sam étaient déjà assis, comme convenu, un mur silencieux de témoins, et Jeanne était assise dans le coin, son répertoire de notaire fermé mais prêt. J'avais laissé l'enveloppe Kraft là où elle était, sur le manteau de la cheminée, bien en vue. Qu'ils voient que je ne cachais rien. La vérité n'a pas besoin d'être cachée. Ils ne se sont pas assis. Nathan faisait les 100 pas derrière Clara comme un procureur impatient. Clara gardait les 2 paumes sur le dossier d'une chaise comme si elle s'adressait à un jury. Arthur, commença-t-elle, la voix basse mais délibérée. On a essayé de rendre les choses faciles. Je laissai mes yeux se poser sur elle, mais ne dis rien. Elle regarda Nathan, et c'est là que je sentis le changement dans l'air. Il s'avança, les mains dans les poches, le regard dur. On ne voulait pas en arriver là, dit-il. On espérait que tu entendrais raison. Mais il s'agit de Lily. Son nom frappa plus fort que je ne l'attendais. Une oppression me serra la poitrine, pas le genre qui vous fait chercher un médicament, mais le genre qui bloque votre respiration.
Je gardai une expression neutre, mais à l'intérieur, quelque chose se contracta. Les yeux de Clara s'aiguisèrent. Elle pensait avoir trouvé la faille. Si tu ne signes pas le transfert et le mandat, dit-elle, il n'y aura pas d'argent pour ses frais de scolarité le trimestre prochain. Tu sais combien ça coûte. On ne peut pas assumer ça seul sans libérer tes actifs. Marguerite se raidit à côté de moi, mais je ne bougeais pas. Je laissais les mots s'imprégner, les testant comme on teste une poutre pour y déceler des fissures. Clara ne s'arrêta pas là. Et on ne peut pas la voir au milieu de cette tension, ce n'est pas sain. Alors, jusqu'à ce que les choses soient réglées, on pense que tu ne devrais pas la voir, ajouta rapidement Nathan. C'est temporaire. Mais si tu continues à nous combattre, ça pourrait devoir être permanent. Je laissai le silence faire son travail. À l'intérieur, un film de Lily se déroulait, elle dans le jardin le mois dernier, les manches retroussées, tamponnant de la peinture verte sur l'aile d'un héron. Sa voix expliquant comment le héron n'a pas peur de rester immobile. La façon dont elle m'avait regardé alors, comme si j'étais le seul à pouvoir comprendre ce qu'elle voulait dire. Maintenant, ils utilisaient cette même enfant comme un jeton de poker. Une partie de moi voulait céder, signer tout ce qu'il voulait si cela signifiait que je la verrais ce week-end, que j'entendrais son bavardage sur les couleurs et les coups de pinceau. Mais une autre partie, celle forgée dans des années plus dures, savait que céder maintenant ne ferait que leur apprendre que la tactique fonctionnait. La prochaine fois, ils pousseraient plus loin. Vous êtes en train de dire, dis-je d'un ton égal, que si je ne cède pas ma maison et mes droits, je ne verrai pas ma petite fille. Nathan. Ne s'y a pas. On dit que le bien-être de Lily passe avant tout. Alors pourquoi, ai-je demandé, est-ce que ça ressemble à une rançon plutôt qu'à de l'attention? Clara se pencha légèrement. Tu peux faire partie de ce qui est le mieux pour elle, Arthur, si tu nous fais confiance pour gérer les choses. Les doigts de Sam tapèrent une fois sur la table, un son que seul moi semblais remarquer en notre signal convenu pour « reste stable ». Je pensais à la dernière fois que Lily était là. La peinture sur ses mains. La façon dont elle avait ri quand le vent avait failli emporter son carnet de croquis à travers le jardin. Ses yeux, clairs, sans méfiance, me regardaient comme si j'étais toujours la personne qui pouvait rendre son monde sûr. Si je pliais maintenant, je la garderais pour un week-end, peut-être 2. Mais à long terme, je céderais le sol même sous ses pieds. Tu sais, ai-je dit, Lily m'a dit qu'elle voulait apporter son projet artistique. À Héron, je crois. Le sourire de Clara s'amincit. Elle pourra toujours te le montrer. Juste pas avant que tout ça soit réglé. Le réfrigérateur bourdonnait en arrière-plan. Jeanne bougea son stylo dans sa main. Ça, ai-je dit, ce n'est pas de l'amour. C'est un moyen de pression. La mâchoire de Nathan se crispa. Appelle ça comme tu veux. Je me suis levé, assez lentement pour que les pieds de la chaise raclent doucement le parquet. Je veux que tu le dises encore, lui ai-je dit. La partie où je ne verrai pas Lily si je ne signe pas. Il a hésité. Clara est intervenue. Tu nous as entendus. Je vous ai entendu, ai-je dit en faisant un signe de tête vers Jeanne. Et notre témoin aussi, qui le notera avant la fin de la journée. Les yeux de Clara vacillèrent une fraction de seconde, mais assez pour me dire que le coup avait porté. Papa, dit Nathan, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Je ne les rends pas plus difficiles, ai-je répondu. Je les rends claires. J'ai pris la chemise sur le manteau de la cheminée, je l'ai placée au centre de la table. Vous pouvez prendre ça, ai-je dit. Mais je ne signe pas. Ni aujourd'hui. Ni jamais. Pas quand ma petite fille fait partie de la négociation. La voix de Nathan s'est durcie. Alors c'est toi qui l'éloignes de toi. Si ça t'aide à dormir, ai-je dit, alors accroche-toi à ça. La pièce semblait lourde, le genre d'air qui précède un orage. Les articulations de Marguerite étaient blanches autour de son thermos. Le regard de Sam restait fixé sur Nathan. Clara s'est finalement assise, les bras croisés, la voix froide. Nous prendrons d'autres mesures. Tu ne peux pas nous bloquer éternellement. L'éternité n'est pas la question, ai-je dit. C'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous m'avez dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur jusqu'où vous iriez. Jeanne a ouvert son répertoire et a commencé à écrire. Nathan a attrapé la chemise sans l'ouvrir, l'a glissée sous son bras comme quelque chose de volé. À la porte, il s'est retourné. C'est toi qui as cherché ça. Non, ai-je dit. C'est vous qui avez impliqué Lily. La porte s'est fermée. Les moteurs ont démarré. Je suis resté debout jusqu'à ce que leur voiture ait disparu. Marguerite a expiré. C'était laid. C'était honnête, ai-je dit. Sam s'est penché en arrière. Ils n'ont pas fini. C'était un coup de semonce. La prochaine fois, ce sera formel. Qu'ils le fassent, ai-je répondu. Ils ont joué leur carte maîtresse. Maintenant, je vais jouer la mienne.
J'ai pris mon bloc-notes jaune et j'ai écrit 3 choses en lettres capitales. Droit DE visite. Garde. Outrage au tribunal. Le héron, pensais-je, n'a pas peur de rester immobile. Surtout quand la marée est sur le point de tourner. Ils n'ont pas attendu longtemps pour mettre leurs menaces à exécution. 3 jours après s'être assis dans ma cuisine et avoir brandi Lily comme une monnaie d'échange, je suis allé en ville avec un sac de ses galettes bretonnes préférées. Le plan était simple, les déposer, peut-être la voir à la porte si elle était à la maison. Quand je me suis garé dans leur allée, les rideaux de la fenêtre du salon ont bougé. Puis rien. J'ai frappé, attendu, frappé à nouveau. Pas de réponse. Le sac semblait plus lourd dans ma main qu'il n'aurait dû. Je l'ai laissé sur le porche et je suis reparti. Le lendemain, j'ai appelé Nathan. Directement sur sa messagerie. Je n'ai pas pris la peine de laisser un message. J'avais appris à ce stade qu'il n'était jamais retourné. 2 autres appels au cours de la semaine suivante ont connu le même sort. Clara n'a pas décroché non plus. La 2e semaine, j'ai décidé d'aller voir Lily à l'école. Ce n'était pas quelque chose que je voulais faire, mais je devais voir par moi-même qu'elle allait bien. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, en face de la cour de récréation, juste avant la sortie des classes. Les enfants sont sortis en grappe, les sacs à dos se balançant, les voix portant. J'ai repéré ses cheveux en une tresse désordonnée, une veste rose zippée jusqu'au menton. Elle riait avec une autre fille, les yeux brillants, la même lueur que j'avais toujours connue. Je suis sorti de la camionnette et j'ai levé la main. Elle m'a vu. Pendant une seconde, son visage s'est encore plus illuminé. Puis le SUV de Clara s'est arrêté, me bloquant la vue. Clara s'est penchée sur le siège passager, la porte s'est ouverte et Lily est montée sans un signe de la main. Le SUV est parti avant que je puisse faire un pas de plus. Cette nuit-là, je me suis assis à la table de la cuisine avec le dessin du héron qu'elle avait fait le mois dernier. J'ai tracé les lignes des ailes avec mon doigt, me demandant si elle savait même pourquoi j'avais disparu de ses week-ends, me demandant ce que Clara lui avait raconté. La douleur dans ma poitrine était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le décès d'Evelyne, une douleur creuse et constante, pire parce qu'elle était délibérée, infligée. 3e semaine. J'ai essayé une dernière fois, sans prévenir. Samedi matin, je suis passé avec une petite boîte en bois que j'avais fabriquée pour son matériel de peinture. Nathan a ouvert la porte, sa stature remplissant l'encadrement. « Ce n'est pas le bon moment », a-t-il dit. « Quand est-ce que ce le sera » ai-je demandé. Il a haussé les épaules. « On te le fera savoir. »« Tu avais dit que c'était temporaire », lui ai-je rappelé. « Ça l'est toujours. » Mais insister n'aide pas. Son ton avait ce tranchant prudent que les gens utilisent quand ils pensent détenir toutes les cartes. J'ai pris une lente inspiration. « Dis-lui que je suis passé. » Il n'a pas répondu, a juste fermé la porte. Je suis resté là quelques secondes, écoutant le loquet se verrouiller. Au moment où je suis rentré à la maison, je savais exactement ce qui se passait. Ils attendaient que je craque, que j'appelle Clara pour lui dire « D'accord, je signerai ce que vous voulez. Laissez-moi juste la voir. » Ils pensaient que l'absence m'userait. Mais tout ce que cela a fait, c'est aiguiser quelque chose que j'avais gardé sous le fourreau jusqu'à présent. Ce lundi matin, j'ai appelé Leclerc. Ils m'ont coupé les ponts, lui ai-je dit. Pas de visite, pas d'appel, rien. Ça fait presque un mois. Sa voix était calme, mais directe. Alors, nous allons au tribunal. Les mots ont atterri lourdement. Vous pensez que ça marchera? Dans cette juridiction, les grands-parents ont le droit de saisir le juge s'ils peuvent prouver une relation substantielle et un préjudice dû à la rupture de contact. Vous avez les deux. Vous avez été un aidant constant. Vous avez des témoins, Marguerite, Sam, même votre voisine qui a vu Lily chez vous chaque semaine. Je ne veux pas la traîner là-dedans, ai-je dit. Vous ne la traînez pas. Vous protégez votre lien avec elle. Cela compte aux yeux du tribunal. Et franchement, si nous n'agissons pas maintenant, ils prétendront que vous vous êtes absenté volontairement. Nous nous sommes rencontrés à son cabinet cet après-midi-là. Il avait déjà sorti les formulaires, requête en référé pour le droit de visite des grands-parents. Nous demandons d'abord une ordonnance provisoire, a-t-il expliqué en faisant glisser les papiers vers moi. Cela vous permet de reprendre contact pendant que nous préparons l'audience sur le fond. Les juges n'aiment pas l'idée qu'un enfant perde une relation positive pendant un litige. J'ai lu les documents lentement. Chaque demandeur était moi. Chaque défendeur était Nathan et Clara. Le nom de mon propre fils, à l'encre noire, de l'autre côté du « contre ». Le genre de choses que vous ne vous attendez jamais à voir dans votre vie. Leclerc a exposé les étapes. Nous déposerons la requête auprès du tribunal de grande instance. Ils recevront une notification. La première audience portera sur l'ordonnance provisoire, probablement dans une semaine ou deux. Après cela, nous construirons le dossier pour un droit de visite permanent.
Et s'ils disent que je suis instable ou inapte? Ai-je demandé. Alors nous prouverons le contraire. Casier judiciaire vierge, revenu stable, implication documentée dans la vie de Lily. Nous avons des photos, des SMS, des témoignages. Vous n'avez rien fait de mal, Arthur. J'ai signé là où il m'a indiqué, mon stylo grattant contre le papier épais. Chaque signature donnait l'impression de traverser un pont sans retour possible. Quand j'ai quitté le cabinet, le vent de mars était assez vif pour piquer. J'ai conduit jusqu'à la maison avec la radio éteinte, mon esprit rejouant chaque moment avec Lily. Si Nathan et Clara voulaient effacer tout ça, ils devraient le faire devant un juge. Cette nuit-là, j'ai sorti le bloc-notes jaune et j'ai commencé une liste. Chaque date où Lily avait été chez moi au cours de la dernière année, chaque fête que nous avions passée ensemble, chaque événement scolaire auquel j'avais assisté. À minuit, la liste faisait 3 pages. Une preuve, pas seulement pour le tribunal, mais pour moi-même, que ce que nous avions était réel, digne d'être défendu. Le lendemain matin, j'ai appelé Marguerite, je lui ai dit ce que je faisais. Elle n'a pas hésité. Si tu as besoin que je témoigne, je serai là. Sam a dit la même chose. Même Jeanne, qui avait été témoin de cette dernière réunion dans la cuisine, a accepté de consigner ses notes dans une attestation. La semaine suivante, le greffier du tribunal a appelé avec une date. Audience pour l'ordonnance provisoire, 14 avril. Dans 2 semaines. 2 semaines avant que je puisse regarder Nathan et Clara dans les yeux dans une salle d'audience et dire « Ceci n'est pas à vous de le prendre ». Je me suis tenu près de la clôture cet après-midi-là, regardant vers l'horizon. Le héron n'a pas peur de rester immobile, ai-je pensé à nouveau. Mais l'immobilité n'est pas la même chose que la reddition. Et ce combat ne faisait que commencer. Le palais de justice sentait légèrement le vernis et le vieux papier, le genre d'odeur qui s'imprègne dans le bois et ne part jamais. J'étais déjà venu ici pour des dépôts de propriété et des litiges de zonage, mais jamais comme ça. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'une ligne de démarcation sur une carte. Il s'agissait d'une partie vivante et respirante de ma vie. Une petite fille avec de la peinture sous les ongles et un rire qu'on pouvait reconnaître dans une foule. Leclerc m'a retrouvé en haut des marches du palais de justice. Il portait son habituel costume bleu marine, sa mallette bien serrée sous le bras. « Ils sont déjà à l'intérieur, dit-il. »« Ils » ai-je demandé, bien que je n'en ai pas eu besoin. « Nathan, Clara, leur avocat. » J'ai hoché la tête. Les mots de cette dernière conversation dans la cuisine étaient encore vifs dans ma mémoire. Ce n'est pas de l'amour. C'est un moyen de pression. Nous avons passé la sécurité. Le détecteur de métaux a sonné à cause de la monnaie dans ma poche. J'ai laissé tomber les pièces dans le bac en plastique, les regardant s'immobiliser en cliquetant. Chaque petit bruit semblait amplifié ce matin. À l'intérieur de la salle d'audience, les bancs étaient à moitié pleins. Marguerite et Sam étaient là, assis ensemble au 2e rang. Sam m'a fait un bref signe de tête. J'ai aussi repéré Jeanne, son répertoire de notaire posé sur ses genoux, même si elle n'enregistrerait rien aujourd'hui. Nathan était assis à la table des défendeurs dans un costume anthracite qui semblait avoir été porté à des mariages et des funérailles. Clara était à côté de lui, le dos droit, les cheveux tirés en un chignon serré. Ses yeux ont glissé sur moi, une fois, illisibles, puis sont revenus vers l'avant. La juge est entrée, une femme aux cheveux argentés soigneusement coiffés en chignon. Elle a pris son siège, a ajusté ses lunettes et a appelé l'affaire. Requête pour le droit de visite des grands-parents. Arthur Bernard contre Nathan Bernard et Clara Bernard. Entendre mon nom de famille des 2 côtés du « contre » ressemblait à une étrange sorte de fracture. Leclerc s'est levé. À Madame la juge, mon client a été une présence constante et positive dans la vie de sa petite fille depuis sa naissance. Il a agi en tant qu'aidant, a subvenu à ses besoins et a maintenu une relation étroite avec elle jusqu'à ce que les défendeurs coupent brusquement et sans motif tout contact. Nous demandons une ordonnance de visite provisoire pour préserver cette relation pendant que le tribunal examine la requête complète. Leur avocat s'est levé. À Madame la juge, mes clients ont agi dans le meilleur intérêt de leur fille. L'environnement familial au domicile de Monsieur Bernard est devenu conflictuel en raison de litiges de propriété en cours entre les parties. Ils estiment qu'il est nécessaire de limiter le contact jusqu'à ce que ces questions soient résolues. La juge a regardé Nathan. « Monsieur Bernard, est-ce exact ?»« Oui, Madame la juge, » a dit Nathan. Sa voix était stable, répétée. « Nous voulons juste un environnement calme pour Lily. » Cette situation a rendu les choses tendues. Leclerc s'est penché vers moi et a murmuré. Ils essaient de faire croire que c'est mutuel. Attendez. Quand ce fut mon tour de parler, Leclerc m'a posé des questions directes. À Monsieur Bernard, pouvez-vous décrire votre implication dans la vie de Lily avant que le contact ne soit coupé? J'ai parlé à la juge des samedis matins à faire des crêpes ensemble,
de l'accompagner à l'arrêt de bus quand Nathan travaillait tôt, et des après-midi qu'elle passait dans mon atelier à construire des nichoirs à oiseaux. Je n'ai pas enjolivé. Je n'en avais pas besoin. Et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? A demandé Leclerc. Il y a plus d'1 mois, ai-je dit. Ils m'ont dit que je ne la verrais pas tant que je n'aurais pas cédé ma maison et leur aurais donné un mandat de protection. Une légère ondulation a parcouru la salle. L'avocat de Clara a objecté, mais la juge a levé la main. Je l'autorise. Continuez. Leclerc s'est tourné vers Jeanne dans le public. À Madame la notaire, pourriez-vous s'il vous plaît dire à la cour ce dont vous avez été témoin le 17 février? Jeanne s'est levée, la voix claire. J'étais présente au domicile de Monsieur Bernard en tant que témoin neutre. J'ai entendu Madame Bernard déclarer qu'à moins que Monsieur Bernard ne signe les documents de transfert de propriété, il ne verrait pas sa petite-fille. Je l'ai immédiatement consignée dans mon répertoire. La juge a demandé à voir l'entrée. Jeanne l'a remise à l'huissier, qui l'a apportée. La juge a lu en silence un moment, puis a regardé Nathan et Clara. Avez-vous fait une telle déclaration? Clara s'est agitée sur son siège. C'était sorti de son contexte. Répondez à la question, a dit la juge. Ah oui, a finalement admis Clara. Mais, cela suffit, a dit la juge. Leclerc a posé ses mains sur la table. À Madame la juge, il ne s'agit pas d'un environnement calme. Il s'agit d'utiliser un enfant comme moyen de pression dans un litige sans rapport. C'est précisément ce que la loi cherche à empêcher. Leur avocat a tenté de pivoter, parlant de tension émotionnelle et d'autonomie familiale, mais l'expression de la juge n'a pas changé. Elle a pris quelques notes, puis s'est adressée aux deux parties. J'accueille la requête du demandeur pour une visite provisoire, a-t-elle dit. Avec effet immédiat, Monsieur Bernard aura un droit de visite avec Lily un week-end sur 2, à compter de ce samedi, de 10h à 18h à son domicile. Les échanges auront lieu sur le parking de la gendarmerie par souci de neutralité. J'ordonne également aux deux parties de s'abstenir de faire des commentaires désobligeants l'un envers l'autre en présence de l'enfant. Le marteau est tombé une fois. Le son était plus net que je ne m'y attendais. La mâchoire de Nathan était crispée, mais il ne m'a pas regardé. Clara lui a murmuré quelque chose pendant qu'ils rassemblaient leurs affaires. Leclerc a rangé ses dossiers. C'est une victoire, dit-il tranquillement. Les ordonnances provisoires donnent souvent le ton pour les décisions finales. J'ai hoché la tête, mais mon attention était déjà tournée vers le samedi à venir. Lorsque le tribunal a levé la séance, Marguerite m'a serré le bras. Tu as fait ce qu'il fallait. J'espère qu'elle le pense, ai-je dit. Samedi est arrivé, froid et clair. Je suis arrivé tôt à la gendarmerie, la ligne jaune sur le parking brillant sous le soleil du matin. À 10 heures précises, le SUV de Clara est arrivé. Lily est sortie, un sac à dos sur une épaule. Elle m'a repéré et s'est mise à courir avant que Clara ne puisse dire quoi que ce soit. Je me suis agenouillé et elle a enroulé ses bras autour de mon cou. « Papy », dit-elle, sa voix étouffée dans mon manteau. J'ai fait un nouveau héron. Il est mieux que le dernier. Je me suis reculé juste assez pour voir son visage, la même lueur que toujours. J'ai hâte de le voir, lui ai-je dit. Par-dessus son épaule, Clara remontait déjà dans le SUV. Pour la première fois depuis des semaines, je me fichais de l'expression qu'elle portait. Lily était là, et pour l'instant, c'était suffisant. De retour à la maison, elle a déballé ses peintures sur la table de la cuisine. La lumière de l'après-midi se reflétait dans ses cheveux, et le bourdonnement du réfrigérateur était le seul autre son. En la regardant tremper le pinceau, j'ai réalisé quelque chose. Rester immobile, comme le héron, ne consiste pas à attendre que la marée tourne d'elle-même. Il s'agit de savoir quand frapper. Et ceci, ce n'était que la première frappe. J'ai regardé les feux arrière de la voiture de Nathan s'estomper dans la brume à l'extérieur du palais de justice, avalé par un gris qui donnait l'impression que la terre elle-même voulait clore ce chapitre. Clara suivait derrière, la tête baissée, le téléphone collé à l'oreille, ses mots rapides et saccadés, plus de sucre dans sa voix, seulement le grincement cassant de quelqu'un qui avait perdu le contrôle. Je n'avais pas besoin d'entendre la conversation pour savoir qu'ils essayaient déjà de sauver quelque chose, n'importe quoi. Les gens comme eux ne cessent jamais de manigancer. Mais ça n'avait pas d'importance. L'ordonnance du juge était tamponnée, signée et consignée au dossier. Je verrai Lily chaque semaine, sans surveillance, à partir de maintenant. Leclerc marchait à mes côtés sur les marches du palais de justice, sa voix basse, délibérée. Vous n'avez pas seulement gagné aujourd'hui, Arthur. Vous avez pris leur arme la plus puissante et l'avez brisée en deux. J'ai hoché la tête. Les mots étaient stables, mais à l'intérieur, le poids que j'avais porté ne s'est pas dissipé d'un coup. Il s'est relâché en lente spirale, comme une corde qui se déroule. De l'autre côté de la rue, Marguerite se tenait avec Lily, qui avait attendu tout ce temps.
Sa petite silhouette était tendue, ses yeux balayant chaque visage jusqu'à ce qu'elle me voie. Tout son corps a semblé s'illuminer de l'intérieur. Et puis elle s'est mise à bouger, plus vite que je ne l'avais jamais vue courir. Ses baskets claquaient sur le pavé humide, ses cheveux volant derrière elle comme une bannière, jusqu'à ce qu'elle me percute avec une force qui a fait plier mes genoux. Ses bras se sont verrouillés autour de ma taille, son visage si serré contre ma veste que je pouvais sentir son souffle contre ma poitrine. « Tu es revenu » a-t-elle murmuré, comme si ces 3 mots étaient le barrage retenant des semaines de peur. Je l'ai entouré de mes bras, respirant la légère odeur de peinture encore accrochée à ses manches. « Je ne t'ai jamais quitté, Lily. Pas ici, » ai-je dit en posant doucement une main sur mon cœur. Elle s'est reculée juste assez pour croiser mon regard. Ses cils étaient humides, mais son regard était féroce. « Ils ont dit que peut-être tu ne voulais plus me voir. » La phrase m'a transpercé comme de l'acier froid. J'ai pris son visage entre mes 2 mains. « Ce ne sera jamais vrai. Pas une seule seconde. Ne laisse personne te dire le contraire. » Elle a hoché la tête, mais ses doigts n'ont pas lâché mon manteau. Par-dessus son épaule, j'ai vu Nathan debout près de sa camionnette, les bras croisés, la mâchoire assez dure pour casser des dents. Clara était à côté de lui, les lèvres pincées en une ligne exsangue. Ils ne se sont pas approchés. Ils n'ont pas parlé. Et pour la première fois, il n'y avait plus d'histoire à raconter, plus de dernières négociations, juste le silence. Et l'espace entre nous ne ferait que s'élargir à partir de maintenant. Sur le chemin du retour, la voix de Lily a rempli la voiture comme la lumière du soleil s'infiltrant dans une pièce sombre. Elle a parlé de son projet artistique, de la façon dont elle avait décidé que les ailes du héron avaient besoin de touches de bleu plus vif parce que les oiseaux devraient ressembler au ciel dans lequel ils volent. Pas une seule fois elle n'a mentionné Nathan ou Clara. Je ne l'ai pas fait non plus. L'ordonnance du tribunal m'avait peut-être donné les week-ends, mais la vraie victoire était ici, à côté de moi. Les jambes se balançant, les mains peignant l'air pendant qu'elle parlait. Ce soir-là, nous sommes descendus ensemble jusqu'au marais, la peinture du héron encadrée de chêne sous son bras. Elle l'a posée avec soin contre le vieux pieu. « Il est fini maintenant, » dit-elle doucement. « Tu vois, les ailes sont prêtes. J'ai étudié chaque coup de pinceau délibéré, chaque nuance choisie avec intention. C'est magnifique, lui ai-je dit. Tout comme l'artiste. » Son sourire était sans défense, libre des ombres que j'avais vues ces derniers mois. Et pendant un moment, l'air a semblé plus léger. Quand elle est allée se coucher, je suis resté longtemps dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis, écoutant la montée et la descente régulière de sa respiration. Ce son était la paix, celle que j'avais poursuivie sans m'en rendre compte. En bas, l'enveloppe Kraft reposait sur le manteau de la cheminée, maintenant plus lourde avec les copies certifiées conformes de l'ordonnance, de l'acte de démembrement de propriété, et de mon testament, nommant Lily comme l'unique héritière le moment venu. Des verrous sur les portails, à la fois ceux que l'on peut voir et ceux que seul moi sais être là. J'ai pensé à Nathan et Clara alors, non pas avec rage, mais avec une clarté distante. Ce soir, ils retourneraient dans leur propre maison, s'assieraient dans des pièces séparées, parleraient en phrases saccadées, se disputeraient peut-être sur ce qui a mal tourné. Et quelque part dans le silence entre eux, ils le sentiraient. Ils n'avaient pas seulement perdu une bataille juridique. Ils avaient perdu leur emprise sur moi, et sur elle. C'est quelque chose qu'aucun tribunal ne peut rendre. À l'étage, Lily a bougé dans son sommeil, mais ne s'est pas réveillée. J'ai éteint la lumière, laissant l'obscurité s'installer comme une main calme sur la maison. Dehors, la marée a changé avec le vent, régulière, patiente, inévitable. Le héron n'a pas peur de rester immobile car il sait que l'immobilité fait partie de la chasse. Et j'ai appris la même chose, l'immobilité n'est pas la reddition. C'est la force tranquille de protéger ce qui compte jusqu'au moment de bouger. Un jour, quand Nathan et Clara regarderont en arrière, ils me verront exactement là où ils ont essayé de me chasser, libre, inébranlable, et gardant le seul trésor pour lequel il valait la peine de se battre. Parce qu'en fin de compte, la mesure d'une vie n'est pas ce que vous gagnez, mais ce que vous refusez de perdre. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la playlist qui s'affiche maintenant à l'écran.